Bonjour Romain Reynal évidemment. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir parce qu'en plus ça faisait longtemps qu'on discutait du fait de te faire venir dans l'émission. À chaque fois c'était pour un sujet différent presque, mais mais là on va avoir le plaisir de parler de son, de musique, et ça tombe bien parce que tu fais les deux, mais le mieux c'est peut-être que je te laisse te présenter. Oui, alors déjà merci pour l'invite, ça fait plaisir. Donc moi je m'appelle Romain Reynal, donc je suis compositeur, sound designer et pas que, mais entre autres moi donc là depuis 4 ans je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, donc notamment avec des équipes montpelliéraines, mais pas que. Donc on a la chance surtout quand on fait de la musique de pouvoir, c'est souvent un travail qui est externalisé. Donc du coup, ça permet de pouvoir travailler avec des équipes qui sont là. Je travaille avec des équipes à Bordeaux, à Nantes, à Paris et même à Galway. Donc ça permet d'avoir un petit peu de variété, même si du coup ça ouvre aussi la mise en concurrence. Mais de fait, oui. Donc et avant, je vais remonter dans le temps. Du coup, avant j'avais un studio de production musicale où je travaillais avec des artistes comme producteur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais des artistes qui arrivaient donc avec leurs maquettes souvent, et moi j'étais là pour leur aider. Souvent, c'était des premiers titres ou des premiers albums. Donc, l'idée c'était de créer un univers autour d'eux, en discutant avec eux aussi, d'essayer au maximum de cristalliser autour d'un style de musique ou quelque chose leur univers. Donc, c'était très intéressant. Je travaillais avec pas mal de labels. Je travaillais beaucoup avec des chanteurs jeunesse, parce que beaucoup de The Voice Kids en fait de jeunes, parce que de fait de là où je suis placé, généralement les artistes ils commencent d'abord chez eux et puis ensuite ils partent à la capitale pour continuer, et de fait on peut plus travailler ensemble, puisque enfin il y a aussi là pour le coup c'est quand même une relation qui est vraiment importante d'être dans la même pièce et de pouvoir échanger. Donc puis donc c'est pour ça que je me suis réorienté sur le jeu vidéo, parce que c'était ce que j'avais toujours voulu faire. Donc je remonte encore en arrière. Pendant 10 ans, quasiment 10 ans, j'étais intermittent du spectacle, donc comme musicien. Donc on avait un groupe avec mes frères, parce qu'on est tous les trois musiciens, qui s'appelait les Trois Frères. C'était pas très original, mais en même temps, tout le monde nous appelait comme ça. Donc c'est ça. On faisait un peu on va dire du jazz, mais de manière assez large, où on faisait des reprises de morceaux connus et on essayait de les tordre un peu en jazz. Il y a eu après une vague rapidement de cette époque-là, qui était de toute la musique chill d'ambiance, et on reprend ça, dans les restaurants on les entend toujours, où t'as des trucs en bossa nova. Donc nous c'était plus ou moins cette période-là au début. On a fait du Metallica en swing, on a fait qu'est-ce qu'on avait, enfin plein de titres où justement le truc de tordre le morceau, de Nirvana dans du jazz un peu barré. Enfin bref, il y a tout un tas de styles, même des fois après on partait sur du funk, on a fait de la musique irlandaise. Enfin bref, on a fait plein de trucs. On a fait le tour, donc c'est pour ça que après je suis passé sur le studio. Je suis désolé, je remonte dans le temps plutôt que de le faire de manière chronologique, Non, mais c'est très bien. Et avant d'être intermittent du spectacle, j'ai pas mal voyagé, disons. J'ai pas fait d'études parce que c'est ce qui n'existait pas à l'époque. En tout cas, des termes n'existaient pas. C'était des phobies scolaires. Et rapidement, ça a été très compliqué d'aller en cours, que ce soit ou au conservatoire ou. Donc du coup, mes études, ça a été de voyager, de bouger. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. J'ai habité à Montréal pendant 1 an. Voilà, j'ai fait, je sais pas, le nombre de petits boulots que j'ai fait. J'ai été facteur, j'ai mis des trucs en rayon, j'ai trié du poisson, j'ai vendu des téléphones mobiles. Enfin bref, j'ai livré des pizzas. J'ai travaillé au McDo aussi, bien sûr, comme beaucoup. Et avant, donc du coup, quand j'étais plus ado, en fait, on est une famille de musiciens, et on a découvert aussi donc on va dire de gens qui aiment la technologie. Et donc du coup, on a très rapidement eu ce qu'on appelait à l'époque des micro-ordinateurs, et du coup de la musique qui se faisait avec les micro-ordinateurs. Donc j'ai vu mes frères qui étaient plus âgés, donc du coup qui avaient plus. Moi, j'avais 5 ans, je les voyais faire de la musique sur ordinateur, et je trouvais ça fascinant, et notamment sur une musique de jeux vidéo qui me faisait halluciner. On a vu les évolutions de la Nintendo avec
des sons 8 bits très agressifs, on va dire, très marqués. Au passage où quand on est arrivé sur l'Amiga, où c'était des sons qui étaient samplés, donc on commençait à avoir des vrais sons d'instruments et du vrai travail de production. Et puis ainsi de suite, de voir ça évoluer, c'était passionnant. Donc du coup, moi rapidement, je sais pas, à 10 ans, j'ai commencé à utiliser les premiers logiciels de musique en parallèle du conservatoire, enfin ou de l'école de musique. Donc voilà, et j'ai commencé rapidement. J'ai fait un petit tour dans l'industrie du jeu vidéo en 2004, je crois, où j'ai commencé à faire mes premiers projets. À l'époque, il y avait pas d'indépendants et il y avait pas beaucoup de compositeurs de jeux vidéo. Enfin, j'avais 16 ans et donc du coup, c'était quand même le début d'Internet. Donc, j'ai participé j'ai commencé à travailler sur un projet, alors un projet de amateur sur RPG Maker, mais après aussi un projet qui avait pris plus d'ampleur. Ça s'appelait, alors rien à voir avec CD Projekt, mais ça s'appelait DK Project. C'était en fait un studio qui avait été créé par un jeune et qui avait réussi à réunir pas mal de gens, notamment des gens du BI d'un peu partout à travers la France, pour créer un projet qui était une sorte de GTA-like, mais dans le futur. Mais c'est Cyberpunk, du coup, il y avait toutes les bases du truc. Mais ouais, non, c'était rigolo. On avait eu des articles dans des magazines, même il y a encore la page sur JV, où tu vois le vieux teaser. Enfin bref. Et puis après, le projet est parti un peu. Enfin, ça s'est étiolé. Il y avait des financements, ça a duré pendant 2 ans. Et puis après, tout s'est un peu étiolé. Donc du coup. Moi, je suis passé à autre chose. J'ai fait tout mon cycle où j'ai bossé, enfin, ce que je t'expliquais juste avant. Donc, du coup, j'avais mis ça de côté et dans ma tête, c'était de toute façon imprenable. Ça n'existait pas un monde où j'étais capable de travailler dans cette industrie. Donc, j'avais vraiment mis ça de côté. Et pour la petite anecdote, j'avais fait un carnet à l'époque avec tout ce que je voudrais faire et par ordre de ce que je préférerais à ce que j'aimerais le moins, entre guillemets. Et du coup, tout en haut, c'était la musique de jeux vidéo. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, en retombant sur le carnet des années plus tard, j'ai vraiment remonté les pistes une à une. C'est-à-dire que je suis passé du numéro 4 au numéro 3. Enfin, 4, c'était travailler et faire de la musique à côté. 3, c'était être intermittent. 2, c'était être producteur. Et premier, c'était compositeur de jeux vidéo. Donc j'ai remonté au fur et à mesure le truc. Et bon, bah écoute, ouais, il a fallu du temps, mais tout un parcours pour y arriver. Et enfin, il y a encore rien n'est jamais acquis. Et puis, mais il y a quelque chose qui est plaisant dans le domaine du jeu vidéo, en tout cas, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a énormément de gens qui partagent, et donc du coup, on est tout le temps en train d'ouvrir de nouvelles portes et de découvrir de nouvelles choses. Ouais. Et enfin, je sais pas, j'ai pris notamment des cours de marketing avec le Montpellier Game Lab justement. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans un cours de marketing et j'ai adoré ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en le transposant à ma tête avec ce qu'on pourrait en faire en musique, tu vois. Mais dans l'idée, c'était c'est un milieu qui partage beaucoup et c'est très intéressant en tout cas d'en faire partie. Il y a des portes nouvelles qui s'ouvrent tout le temps. C'est d'ailleurs nous on s'est rencontrés sur des événements de Push Start et c'est vrai que à chaque fois c'est une vraie effervescence là-dessus. J'aimerais moi aussi revenir dans le temps en te posant une simple question, c'est quand tu es plus jeune, tu joues aux jeux vidéo, à un moment donné tu te dis que tu aimerais travailler là-dedans. Est-ce qu'il y a une OST, est-ce qu'il y a une bande son de jeu, qui a déclenché le truc, ou est-ce que c'est plus une série de jeux? Alors, il y a des prémices, des moments marquants, mais il y a une OST qui dépasse toutes les autres parce que c'est aussi. Donc voilà, les premières, c'était la musique de Faxanadu sur NES qui m'a toujours intrigué. J'avais fait une conférence justement avec Push Start où j'avais parlé un petit peu de l'évolution des musiques et donc notamment de cette OST là qui m'avait remarqué. Après ensuite quand il y a l'apparition du 16 bits, il y avait la musique de Jim Power et aussi la musique surtout de Dune, le jeu fait par Cryo qui était composé par Stéphane Pic, qui m'a vraiment marqué parce que c'était des nouveaux sons qu'il n'y avait jamais eu dans les jeux vidéo. Mais après mon premier jeu, mon premier amour en termes d'OST que j'ai écouté plus que ce que j'ai joué aux jeux vidéo, c'est la musique de FF7, comme beaucoup. C'est pas très original, mais ça a tellement été fou à l'époque d'avoir une OST aussi immense, avec autant de variétés et puis même l'histoire du jeu, elle est quand même folle et surtout en tant que je sais pas, je devais être en 5e, je crois. D'un coup,
tu viens de des petits jeux, enfin des jeux avec moins de récits, et là d'un coup on a un récit mature, une musique qui, enfin je sais pas, et la musique je l'écoute tout le temps, et vraiment ça fait partie de la base de mon vocabulaire, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que avec le temps, j'ai découvert donc des artistes, et j'ai découvert les influences qui avaient été celles de Nobuo Uematsu, qui a composé l'OST, donc qui l'avait inspiré, et donc du coup je suis allé retrouver pas mal de choses en remontant du coup le fil, et il y a des choses, j'ai dit, waouh, on dirait des musiques de Final Fantasy, mais en fait c'est pas Final Fantasy, c'était 10 ans avant, et c'est très cool. Ce qui est intéressant, c'est que aussi quand on fait des grosses OST comme ça, c'est que il y a ça va vite. Souvent, peut-être quand on fait de la musique de manière plus traditionnelle, on avait le temps en tout cas de vraiment réfléchir à tous les aspects, et peut-être de tout soigner, et de beaucoup réfléchir, alors que des fois, quand du coup on est en période de production, on va dire, il faut aller vite, et donc de fait ça donne des choses qui sont plus directes, et et souvent plus pas naturelles, mais en tout cas on enlève des filtres quand on va vite, et du coup des choses qui sont plus intéressantes en tout cas. Bon, maintenant ça a changé parce que il y a toujours du crunch, mais en tout cas et les OST sont de plus en plus longues. Là, je sais que justement le dernier FF7 Rebirth, c'est 9 heures d'OST, je crois. Et encore, ils ont dû réduire un peu pour l'OST, parce que sinon il y a au moins 12 heures de musique sur le. Donc, enfin, c'est énorme. Après, bon, il y a pas une personne qui travaille sur le projet, et donc ça se comprend, mais mine de rien, c'est quand même assez immense. Ouais, toi, notamment, tu composes forcément maintenant. Il y a des titres que tu fais en dehors du jeu vidéo, histoire de produire et de proposer des productions. Donc là, on en entend une qui s'appelle Suspended Snowflakes. On a une atmosphère, donc il y a cette idée, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était de créer un univers vis-à-vis de jeunes artistes, de les aider en fait à composer potentiellement leur premier album autour peut-être d'une sonorité ou d'une envie ou d'affinité que ces artistes pourraient avoir. Là aujourd'hui, c'est ce que tu fais avec un thème ou avec une histoire. Comment est-ce que tu vas justement installer ce type d'atmosphère-là pour qu'on soit immergé sur les 10 premières secondes? En fait, c'est beaucoup de dialogue. C'est ce que j'aime bien dans ce travail-là, qui était le même avec les artistes quand on travaille avec des équipes de jeu. C'est que justement, on va avoir un travail qui est itératif, et des conversations, et en fait quelque chose qui va se rapprocher de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on va pas arriver avec un produit fini et dire voilà mon génie et prenez-le. Non, au contraire, on va venir petit à petit essayer de trouver. C'est très intéressant de trouver le vocabulaire. Je sais que ça m'est arrivé sur un projet de faire des tests, ça marche pas, ouais, ça fonctionne pas, ça colle pas, et puis en fait de partir en vacances, et le soir de réfléchir un petit peu, et là, clac, j'ai réussi dans mon cerveau à faire la connexion entre des instruments, des influences et l'univers du jeu, et de me dire là ça risque de matcher, et donc du coup de précomposer, on va dire, dans ma tête, et de rentrer et de faire le truc et que ça fonctionne. Je trouve ça assez grisant, et je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup du travail se fait en amont. En tout cas, c'est soit avec les échanges, soit en faisant de la recherche. Souvent on appelle ça aussi du spotting. Mais c'est vraiment aller chercher un petit peu ailleurs. Des fois ça peut s'articuler autour d'un instrument, des fois ça peut s'articuler là justement je suis en train de travailler avec une nouvelle équipe où on essaye de définir la base du vocabulaire, et donc ça va être des influences musicales, des instruments, et on va essayer aussi des intentions. Là on en est au moment où il y a que des concept art, donc de fait c'est intéressant d'être là au début pour justement on tous influence. La musique influence les concept art, les concept art influencent la musique qui influence. Enfin bref, tout se mélange. Pardon, mais c'est vrai que pour expliquer, au départ, le jeu vidéo n'existe pas. Au moment où toi tu commences à travailler dessus, on a des visuels clés qu'on va appeler des concept art, qui existent aussi pour le cinéma. Et donc effectivement, toi, tu vas t'aider de ces visuels qui sont pas animés du tout, hein, et de ce que le studio va te dire pour pouvoir justement avancer. C'est ça. Et donc l'idée, ça va être de rapidement proposer des choses, pas trop travailler l'esthétique, on va dire, mais essayer de rapidement échanger pour dire non, bah là non, ça c'est trop, j'entends quelque chose de plus agressif, ou enfin ce genre, ou alors j'entends là du coup ce type de voix, est-ce que tu crois que ça pourrait coller?
Donc c'est intéressant et surtout d'avoir la chance parce que c'est pas tout le temps. Souvent la musique c'est quelque chose qui est qui est pas pensé pendant la production et qui est au dernier moment. Et donc du coup c'est beaucoup plus difficile de venir s'intégrer dans une équipe qui travaille ensemble depuis des années et qui a l'habitude de pas entendre de son et d'arriver au dernier moment et d'avoir un impact. C'est beaucoup plus difficile. On va faire quelque chose de plus, surtout si on n'a pas trop de temps, quelque chose de plus raisonnable, on va dire. Là où si on arrive en amont, on peut justement avoir un impact et c'est très intéressant. Par exemple, je vais citer Clair Obscur où le compositeur a eu la chance d'être là au tout début, bien avant même certains artistes. Et mine de rien, ben, alors parce que c'était important pour les gens qui ont fait le jeu, mais ça permet du coup que la musique fasse intégralement partie de l'œuvre et que ce soit pas juste ce qu'on appelle dans le métier un placeholder, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met là en attendant et qui finit par devenir quelque chose de permanent et où on nous demande de refaire exactement la même chose après coup. C'est ce qui arrive dans le cinéma aussi, qu'on appelle les temp tracks. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est les monteurs qui montent les films, ça Hollywood, et même quand on s'appelle peu importe quel compositeur, on a des theme tracks. C'est les gens qui font des montages des films avec des musiques d'autres films. Et donc, tout le rythme du film tient sur ces autres bandes son. Et à la fin, on demande au compositeur de refaire plus ou moins la même chose. Ce qui donne, au bout d'un moment, la copie d'une copie d'une copie d'une copie. Et même quand on s'appelle, voilà, Danny Elfman, je sais qu'il y avait un truc, il y avait Hans Zimmer, Danny Elfman, en fait, que des grandes pentes à qui on demande aussi de refaire des choses. Alors, du coup, quand on a la chance d'être là au début et de pouvoir fabriquer un univers, c'est quand même passionnant. Et ça s'y ressent. Alors, je milite beaucoup. Je vais souvent dans les écoles de jeux vidéo. D'ailleurs, cet après-midi, j'y vais aussi à l'ESMA à Montpellier pour motiver les élèves à penser à la musique assez tôt parce que ça fait partie intégrante de l'œuvre. Ouais, tout à fait. Bah, À mon sens. d'ailleurs, parce que on aura l'occasion, je pense, de discuter vraiment du travail un peu plus en détail. En plus, avec le sound design, qui est une discipline connexe, mais quand même différente. Dans les épisodes dans les EP que t'as sortis, en fait, il y a pas très longtemps, tu travailles notamment de l'électro. J'aimerais qu'on puisse en écouter un extrait, de sorte à pouvoir discuter ensemble de ce travail que tu réalises. D'accord. Et donc l'idée, c'est que quand tu travailles sur, on a écouté tout à l'heure quelque chose d'atmosphérique, là on est sur quelque chose d'électro. Comment est-ce que tu travailles ces deux univers-là? À quel point en fait c'est différent de travailler sur ces deux-là? Est-ce que tu les abordes de la même façon ou est-ce qu'à un moment donné t'es obligé de prendre les choses peut-être même à l'envers? Ça se passe comment? Alors, c'est une bonne question. Souvent, j'utilise par rapport au style des outils différents, des logiciels différents. Parce que les logiciels en soi ne sonnent pas d'une manière différente, mais il y a toute une philosophie qui est derrière, qui va être, par exemple, pour le P électro, j'ai utilisé Ableton, qui est historiquement assez proche de l'électro, et qui a une philosophie différente. J'ai fait un EP qui est orchestral, enfin, quand je travaille généralement pour le jeu vidéo, je travaille plutôt avec Cubase, qui est plus traditionnel et plus basé sur l'écriture, qui va être plus simple et qui va me permettre de mieux travailler l'écriture. Donc voilà, déjà il y a l'outil de base, et après il y a aussi souvent on a des frustrations de se dire voilà, je travaille sur tel projet, mais oh là là, ça fait des années que j'ai envie de faire ce style de musique là et qu'on en écoute, et puis du coup on va d'un coup ouvrir les vannes de toutes les influences qui étaient là et qui attendaient, et on va pouvoir les faire sortir.
mais je les aborde toujours, en tout cas moi, j'ai une philosophie de producteur, même plus que de compositeur. Donc c'est-à-dire que je pense toujours par le prisme du son, des textures. Donc en fait, malgré tout, il y a toujours l'approche. La première, c'est l'approche de l'ambiance, de l'univers, et après tout le reste, c'est finalement que des artifices qui vont tendre vers un style ou un autre. Mais il y a toujours une recherche du son, en tout cas, qui du coup amène vers quand même des similitudes. Voilà. C'est cette approche-là en tout cas. C'est rare que je réfléchisse d'abord à une mélodie. Ça peut arriver, hein, mais que je réfléchisse d'abord à une mélodie et qu'ensuite je me pose la question de l'instrumentation. En général, je commence plutôt par des sons, textures qui vont m'amener vers un style ou vers un autre. Et on aura le temps de vraiment parler de ton travail sur certains jeux, notamment The Green Room. Je pense dans un autre épisode, en parlant des EP justement par rapport à ce travail-là, tu m'as mentionné à un moment donné que tu avais des ressources disponibles. Ça veut dire que on peut venir vers toi même si on n'est pas du tout du jeu vidéo ou du cinéma. On peut faire appel à ton univers sonore, à ta capacité de production finalement. Où est-ce qu'on te trouve? Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, moi, pour me trouver, c'est assez simple. J'essaie de pas mettre des barrières. Je m'appelle Romain Rénal. Mon site, c'est romainrénal.fr. Donc, c'est assez basique. Et à l'intérieur, donc, j'essaie de partager des ressources. Donc, j'ai un blog où je parle, bon, là, c'est technique. Et j'ai aussi, du coup, une partie qui s'appelle Open Sounds, qui est destinée à qui a envie. Ce sont en fait, mes EP qui sortent ou d'autres choses plus anciennes ou même du sound design, des bruits de pas, tout un tas de choses que je mets à disposition gratuitement sur le site à qui en a envie. Donc tous les derniers EP s'y retrouvent. Voilà. Et donc du coup, pour le sound design, c'est utilisable sans crédit, c'est-à-dire qu'on les prend et on les utilise. Pour la musique, il faut juste que dans les crédits, peu importe où ils sont, qu'il y ait mon nom qui apparaisse à côté du nom du morceau. Mais c'est tout. Et donc libre d'utilisation, ça peut être pour des podcasts, ça peut être pour, enfin peu importe. Et j'essaye de l'alimenter au maximum. Donc et puis je trouve ça intéressant de cette notion de partage qui est aussi une peu dans la culture du jeu vidéo. Il y a de l'open source, il y a beaucoup de gens qui partagent des choses. Donc voilà, essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et puis c'est quand même, enfin, je sais que j'ai dû composer à peu près, j'ai fait le calcul la dernière fois, environ 1100 morceaux. Alors ils sont pas tous de grande qualité. Je les partagerai pas tous, qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, l'idée de se dire, c'est mieux que ça atterrisse dans des projets plutôt que ça meure sur des disques, parce que en fait, si on m'appelle maintenant pour un travail, je vais composer quelque chose de nouveau. Donc du coup, je vais pas me servir des anciennes ressources. Donc et je me retrouve du coup à aussi composer des ressources exprès pour ça, parce que je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir l'idée d'avoir des EP qui sont très thématiques. Ça permet aussi d'explorer des choses qu'on n'a pas toujours le temps d'explorer dans les projets. Par exemple, là, le dernier EP qui est quand même électro assez dur, enfin dur. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas forcément l'occasion de faire dans des OST. Là, les projets sur lesquels je travaille, on est plus sur des choses qui sont plus orchestrales. Donc, de fait, ça permet aussi d'explorer des choses et puis de les laisser à disposition. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, voilà, on me retrouve après sur tous les réseaux, bien entendu. Toujours avec le même nom. Je suis désolé pour mes homonymes. Parce qu'il y a un Romain Rénal qui est saxophoniste, alors du coup, on va Ah oui, ok. On va un petit peu se battre sur le SEO, mais pour l'instant, j'étais là avant, je suis plus vieux. En tout cas, merci beaucoup Romain. Merci à toi pour l'invitation. L'occasion de rediscuter. En tout cas, j'en suis assez sûr. Et puis voilà, si jamais vous souhaitez trouver le travail de Romain, discuter avec pour des éventuels univers sonores, vous avez donc romainrénal.fr. Et en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.